et bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes à l'ombre et que vous regardez mes vidéos parce qu'aujourd'hui nous allons faire une pause couture spéciale quilting main libre. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le main libre et nous allons voir ça en détail dans ce pas à pas complet en vue de réaliser ce petit sac que je vais vous proposer plusieurs techniques pour justement lui faire un petit effet un petit peu harmonieux et pour changer un petit peu de ce tissu un petit peu lisse qu'on met juste pour lui donner du relief. Alors c'est parti parce que moi je suis prête, vous êtes à l'ombre bien sûr, alors suivez-moi. C'est parti! Me revoici donc devant vous pour cette spéciale pause couture où je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons faire un piqué libre. Alors qu'est-ce que c'est que le piqué libre? C'est tout simplement de faire des mouvements donc avec vos mains de façon à ce que vous emmeniez donc votre tissu et que vous faisiez apparaître devant vos yeux des motifs. Donc tout ça on va le voir devant la machine à coudre tout à l'heure. Alors je vais vous montrer un petit peu là pour que vous voyez donc avec la caméra du dessus, vous le verrez beaucoup mieux, ce que c'est que le piqué libre. Vous voyez là, vous avez plusieurs petites coutures qui ont justement été effectuées avec un mouvement libre de la machine. Donc pour faire un effet, si vous voulez, un petit peu doux à ce petit sac, hein, d'accord? Moi je trouve, bon voilà, j'aime beaucoup le piqué libre parce qu'il donne un petit côté doux à la pièce qu'on fait. Donc là, en l'occurrence, c'est un sac ballerine pour les enfants, donc je trouve ça très bien de faire justement avec un petit mouvement piqué libre. Donc dans ce petit sac que nous allons donc élaborer la semaine prochaine, il y aura plusieurs techniques, je vous l'avais déjà annoncé. On aura éventuellement donc l'application d'un appliqué. Donc vous voyez ici donc avec un point très serré. Donc tout ça je vais vous le montrer la semaine prochaine. Ce que nous allons voir là dans ce tuto spécial, c'est le piqué libre. Comment on fait un piqué libre avec une machine à coudre donc familiale. Donc je vais aujourd'hui utiliser ma machine familiale. Donc vous allez prendre connaissance avec ma machine, celle avec qui j'ai pas mal travaillé. Donc j'ai plus d'années avec ma machine familiale qu'avec ma machine industrielle. Donc le piqué libre, vous voyez ici, avant justement de faire ce piqué libre, il y a tout un travail de préparation. Donc là, en l'occurrence, vous le voyez, donc c'est déjà une pièce que j'ai déjà fait du prochain sac que nous allons faire, puisque là je l'ai fait en rose, mais là je vais le faire en vert pomme. Donc pour changer un petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien écoutez, soit vous êtes une pro, et alors là vous faites le piqué libre, vous faites des dessins vous-même avec votre machine, et vous allez emmener votre machine un petit peu avec des mouvements aléatoires, mais vraiment comme vous le souhaitez. Soit vous allez faire comme moi, parce que moi j'aime bien, parce qu'en plus je vois pas très bien, donc parfois on n'a pas une bonne visibilité du travail qu'on est en train de faire. Moi je préfère le préparer avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, j'ai pris mon tissu. Bon déjà, j'ai préparé mon tissu, je lui ai mis un stabilisateur, donc une Viseline H250. Pourquoi la H250? C'est pour permettre à mon sac d'avoir une stabilité, tout simplement. D'autant plus que quand on fait un piqué libre, vous allez voir que, eh bien écoutez, le molleton, j'ai utilisé un molleton neige pour faire un effet doudoune, si vous voulez, pour qu'il y ait du relief, parce que vous devez certainement le voir, dans mon sac, il y a du relief là. Et en fait, le fait d'utiliser ce molleton un peu nuage, qui fait 1 cm d'épaisseur, vous en avez des plus épais, hein, donc moi je prends celui de 1 cm, donc là vous devrez vraiment le voir, il a un aspect doux, très doux au toucher, et pourquoi je le prends? Justement pour qu'il y ait du relief. Et quand on fait un piqué libre, je vous recommande vraiment, pour ce piqué libre, de prendre une ouate épaisse. Vous voyez que quand on a fini le piqué libre, eh bien elle perd la moitié de son volume. Et c'est normal, vous voyez? Parce qu'en fait, le fait de venir appliquer la couture, eh bien ça aplatit votre molleton. Pour faciliter le travail pour le molleton, ce que vous pouvez faire, donc là vous voyez j'ai mis un stabilisateur H250, j'ai fixé mon molleton, j'ai bien épinglé. Mais avant de faire cela, j'ai dessiné, vous voyez? Donc j'ai pris un gabarit. Donc là je vais vous le montrer, je vais vous présenter plusieurs gabarits et je vais y venir plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai bien épinglé mon ouvrage. Mais avant, je vais le dessiner. Donc, mais ça, on va y revenir puisque j'ai pris du papier exactement pour vous montrer. Et donc, voilà toute cette préparation du tissu, justement pour qu'on ait, vous voyez, on doit vraiment le voir pour qu'il y ait du relief. Donc voilà. Après, il existe plusieurs fils, et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Moi, là, pour le coup, j'ai pris du fil à broder.
parce que j'ai des grosses bobines de fil à broder. Ce fil à broder, ma machine à broder ne l'accepte pas trop, donc bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Bah je le prends sur ma machine à coudre et finalement pour quilter, ça va pas trop mal. Donc voilà, donc je trouve qu'il fait un aspect satiné qui est un beau rendu, mais vous prenez du fil spécial quilting ou si vous n'avez pas, vous prenez du fil basique, hein, d'accord? Donc ça, c'était pour le fil. Donc comment j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai pris un stylo friction hein, pour faire les dessins. Surtout pas, ne prenez pas un bic. Hein. Tout dépend du tissu que vous allez avoir. Soit vous allez prendre un stylo craie, hein, d'accord? Là, c'est un porte-mine avec une mine craie, donc très fine, donc très pratique. Ou vous prenez un stylo friction ou un stylo effaçable à chaud. Vous en avez aussi à eau. Vous prenez ce que vous avez envie, mais quelque chose qui s'efface. Hein, lavable à eau ou à air. Vous avez plusieurs catégories de stylos. Le stylo à eau, je vous recommande pas trop parce que bon, avec les températures qu'il fait actuellement, vous allez commencer à tracer, vous allez arriver devant votre machine, ça va sécher, donc c'est pas trop recommandé. Mais voilà. Après, là, vous avez vu que c'est un piqué libre aléatoire, c'est-à-dire que je vais prendre ma machine et je vais faire des mouvements avec mes mains pour justement aller dans tous les sens. Donc il faudra une machine multidirectionnelle. Si vous n'avez pas de machine multidirectionnelle et dont les griffes ne s'abaissent pas de votre machine, vous ne pourrez pas faire le piqué libre. Il faut absolument que votre machine puisse aller dans tous les mouvements, c'est-à-dire dans toutes les directions. D'accord? Elle peut aller devant, elle peut aller comme ceci, et ça, vous l'aurez dans votre notice. En général, les premières machines ne font pas le piqué main libre. Hein, donc c'est pour ça que je vais vous donner d'autres alternatives pour matelasser et faire un piqué sympa sur votre sac. Hein. Parce que là, je vais vous apprendre le mouvement libre, mais je vais vous montrer qu'il y a d'autres méthodes où vous pouvez matelasser donc votre travail en ayant un aspect aussi harmonieux et même qu'il fasse avec du relief. Donc vous allez voir ça. Donc moi là, je vais vous parler pour celles qui ont une machine multidirectionnelle comme la mienne. Hein, donc moi je vais travailler avec la brodeur Laura Ashley NX 2000 hein, Innovis et elle est multidirectionnelle et en général des fois vous avez des kits qui vont avec ces machines, donc je vais vous en parler tout à l'heure, qui vous permettent justement de faire le piqué libre. Donc moi comment j'ai fait ce piqué un petit peu, vous voyez, un petit peu avec des mouvements. Ben, moi j'ai des gabarits. Donc je vais enlever un petit peu ça parce qu'on va y revenir plus tard. J'ai des pochoirs. Alors ça s'appelle des pochoirs à quilting. Vous en avez plusieurs modèles. Celui que j'ai utilisé pour faire ce mouvement-ci, c'est celui-ci. Donc je ne vais pas vous le tracer parce que vous l'avez là. Et vous voyez comment il se présente. C'est pas très cher. Honnêtement, vous les avez en général de 5 à 6 euros le pochoir, hein, et même moins des fois, ils sont même des fois à 3 euros, hein, tout dépend de la qualité que vous avez, mais vous voyez, ils sont assez rigides. Bah, qu'est-ce que vous faites en fait hein, à plat bien entendu, là moi j'ai mon molleton, mais vous à plat, vous venez avec votre stylo, et puis vous passez avec votre stylo, puis ensuite vous, là où ça a redémarré, eh bien vous reprenez, tac, 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 vous faites tout le contour, vous revenez de la même manière, et ainsi de suite, et pour obtenir un petit peu quelque chose d'harmonieux. Donc vous allez voir que de tracer votre travail avant de quilter, eh bien ça facilite. Hein, vous pouvez le faire, hein, moi j'arrive à le faire aussi sans avoir dessiné. L'avantage de préparer comme ceci, c'est que ça facilite votre travail, tout simplement. Voilà, donc celui-ci je ne vais pas vous le dessiner parce que voilà, on l'a déjà, mais vous en avez d'autres. Regardez celui-ci par exemple. Je vais vous le dessiner un petit peu pour que vous voyez. Eh bien, celui-ci, regardez. Vous voyez, c'est des formes arrondies, par exemple. Je vous fais un petit peu, hein, pour que vous voyez. Là, je vous le fais sur du papier. Alors, j'ai pris un stylo normal. Hein. Donc, voilà ce que vous pouvez obtenir. D'accord? Voilà, vous voyez? Puis, je continuerai ainsi de suite. Vous avez des pochoirs en forme d'étoile, par exemple. Je voulais vous parler un petit peu de ces pochoirs, mais il en existe d'autres hein, que je vais vous montrer. Vous voyez là, bah, vous avez juste à faire tous les traits. Hein, donc je vous montre un petit peu. Hein. Et ça, vous le faites sur votre tissu avec un stylo effaçable. Hein, d'accord? Donc alors là, je vais vous en faire juste un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc je ne suis pas en train de faire un cours de dessin hein, pour les enfants, même si ça y ressemble. Donc voilà. Mais vous voyez que, bah écoutez, il y a toute cette préparation. Et faire à la main libre ce genre de dessin géométrique, c'est juste pas possible. Hein. D'accord, il vaut mieux prendre des pochoirs. Hein. Donc vous voyez là un petit peu ce que ça donnerait. Donc si imaginez un petit peu ce tissu entier avec tout ce dessin. Et celui-ci, vous pourriez le faire avec votre machine.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine multidirectionnelle puisque c'est des lignes droites. À partir du moment où il y a des courbes, on appellera ça un piqué libre. Parce que le piqué libre, eh bien, demande un mouvement avec vos mains. Donc il faut descendre les griffes. Mais celui-ci, hein, il vous suffirait de venir là en ligne droite, de faire pivoter votre machine, de repartir et puis de... Voilà, hein, donc quand il y a des lignes droites, vous pouvez faire ça avec votre machine. Par contre, quand il y a des courbes, comme là, vous voyez, là c'est le cas, eh bien écoutez, voyez un petit peu, imaginez un petit peu un sac quilté avec ce genre de... Vous voyez, de petites rosaces. Vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Regardez un petit peu. Vous voyez? Après, vous pouvez faire les lignes verticales aussi. Donc, vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Après, vous les décalez comme ceci, regardez. Après, c'est à vous de... Vous pouvez faire... vous voyez, vous décalez votre pochoir. Voilà. Donc, je vous montre légèrement comme ceci. Et regardez ce que ça pourrait donner. Alors, ainsi de suite, hein. Donc là, Après, vous en avez avec des arrondis aussi. Pour faire les bordures, c'est pas mal, mais pour faire un sac aussi. Donc, je vais retourner ma page pour que vous voyez bien. Vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Vous voyez, donc là, hop, hop, la spirale. Donc là, quand il y a des arrondis, je vous le dis, hein, il faut vraiment une machine qui puisse aller dans tous les sens. Pour que vous puissiez, justement... là, c'est juste pas possible à faire à la machine à coudre. Hein. Basique, parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de courbes, beaucoup de manipulations, et voilà. Donc, le piqué libre, c'est une façon ludique d'harmoniser votre sac pour qu'il n'ait pas un aspect basique, si vous voulez. Hein. Donc, après, vous pourriez très bien quilter à la main aussi. Hein. Donc, on peut quilter à la main. Mais voyez un petit peu ce que ça peut donner. Après, vous mettez en décalé. Hein. Vous revenez, vous en refaites un autre en décalé. Et vous voyez un petit peu ce que vous pouvez obtenir. Vous voyez, moi, je vous donne quelques petits exemples pour que vous sachiez. Parce que je sais que bon, toutes les débutantes, bon, les confirmées, peut-être qu'elles savent. Si elles font un petit peu de patchwork. Il existe énormément de pochoirs. Hein. Donc là, je vais vous en montrer d'autres qu'on peut adapter à la machine aussi. Vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. D'accord? Donc là, je vais vous en montrer d'autres. Parce que j'en ai préparé quelques-uns. Alors, moi, j'aime bien la marque Silesian Kilt. Hein, Silesian, comme ça se prononce. Hein, c'est Silesian Kit. Donc, et vous en avez plusieurs. Alors, vous avez avec ça, on appelle ça un métier à quilting. Hein, d'accord? Vous avez la marque ici, je ne sais pas si vous la voyez. Mais... C'est S-I-L-E-S-I-A-N, et puis kilt comme kilt, d'accord. Vous avez des petits pochoirs, donc là vous en avez plusieurs, donc je vous en présente plusieurs. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, celui-ci ça peut faire un effet puzzle. Alors vous faites un sac d'enfant avec un système puzzle. Et puis moi j'aime pas trop travailler avec ce genre de tambour, parce que je préfère avoir mes mains à plat sur mon tissu. Mais il existe ce genre de choses. Moi, j'utilise les gabarits, je les dessine au préalable. Et bon, celui-là, il est un petit peu grand pour mon... Je vais vous prendre un autre exemple parce que celui-ci, c'est pas le bon. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais vous l'ouvrir. Vous voyez ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc, vous le mettez comme ceci. Voilà, vous voyez. Et puis, vous venez glisser votre pied à quilting. Et puis, c'est avec le tambour que vous bougez. Vous voyez, comme ceci. On fait des mouvements comme ceci. Hein. Vous allez le voir tout à l'heure. Eh bien, il en existe plusieurs. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, regardez un petit peu. Hein. Moi, je les aime bien parce que vous voyez, sur un sac d'enfant, bah, écoutez, en forme de puzzle, c'est plutôt sympa. Là, vous pouvez faire des cœurs. Vous voyez, inversés. Donc, vous voyez, hein, vous devez les voir. Hein. Ça forme des cœurs. Là, ça forme des petits nuages. Alors, imaginez un sac pour un bébé et puis vous faites du quilting main libre avec des petits nuages. Comment ça peut faire super joli. Après, vous avez fait des formes plus basiques. Hein, d'accord? Vous avez des cœurs. Et puis, vous avez des mouvements aléatoires aussi, un peu plus larges. Donc, il en existe des milliers hein, de pochoirs comme ça. Donc, moi, je ne les ai pas tous hein, parce que c'est quand même un budget. Là, par contre, c'est quand même un budget. Hein. Un pochoir comme ça, il faut quand même compter entre 20 et 30 euros. Donc vous voyez que c'est... Là, honnêtement, voilà. Mais, il faut savoir que quand vous les avez, vous les avez. Hein. Donc, voilà. Donc, puis moi, je m'en sers comme gabarit. Hein. J'aime pas trop travailler avec, vous voyez, avec ce genre de choses. Hein. C'est des tambours. Et on les plaque et puis
Voilà, moi je préfère toucher la matière et avoir mes mains. Mais vous pouvez utiliser ce genre de choses. Je voulais quand même vous les présenter pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il existe sur le marché. Donc voilà, donc je vous présente pas les formes parce que là vous avez vu, il y a le dessin donc juste en dessous. Mais il en existe d'autres. Ah, tenez, regardez, il y en a encore un là. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Il en existe un aussi que j'aime beaucoup. Celui-ci, parce qu'il fait des vagues. Et honnêtement, faire des vagues en piqué libre, c'est ce qu'il y a de plus facile. D'accord? C'est-à-dire que vous mettez votre gabarit à plat. D'accord? Et puis vous avez des lignes. Hein. Donc là, il faudrait que j'enlève le petit mousqueton, hein, parce qu'il gêne, mais je ne vais pas le faire là. Et puis vous faites ceci. Vous voyez? Sur votre tissu. Et bien ensuite, bah, écoutez, vous avez les règles ici. Vous voyez les lignes. Il vous suffirait de vous cadrer sur la ligne, comme ceci, et de venir faire la suivante sur votre tissu. Voilà. Vous voyez? Et ainsi de suite. Hein. Après, vous n'avez plus qu'à venir la mettre plus loin et continuer si vous avez du tissu plus loin. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Hein. Et là, ça fait vraiment quelque chose qui est super joli. Alors, il en existe beaucoup avec des vagues. Il y a aussi les vagues de la mer. Il y a, alors, il y a un titre anglais pour ça, donc je ne le sais pas. Hein, mais il en existe une multitude. Après, vous avez les vagues plus petites aussi. Mais vous voyez déjà ce que ça peut donner sur votre tissu. Alors, imaginez un piqué libre là-dessus. Alors, vous utilisez votre stylo friction, puis après, vous venez avec le fer à repasser. Une fois que vous avez cousu, tout effacé, hein, comme j'ai fait, moi, dans mon piqué libre. Voilà ce qu'il existe. Moi, pour celles qui n'ont pas de machine multidirectionnelle, c'est ce que j'avais avant. Je n'avais pas de machine multidirectionnelle. Avant d'avoir ma Laura Ashley, moi, j'avais pas de multidirectionnelle. Eh bien, qu'est-ce que je faisais pour faire mon piqué libre? Eh bien, pour faire mon piqué libre, eh bien, j'utilisais ma règle à patchwork. Je vais prendre une feuille. Une règle à patchwork est bien utile pour quand on fait justement du matelassage. Et quand on n'a pas de machine à mouvement, donc comme je vous ai dit, multidirectionnelle, eh bien on peut faire un piqué libre normal. Mais on peut faire une multitude, parce que pour peu que votre machine ait des points décoratifs, vous pouvez faire des trucs extraordinaires. Vous avez envie par exemple de faire un piqué libre droit. Comment vous vous présentez? Vous voyez que votre règle elle a plusieurs carrés. Vous avez des lignes. Bien, il suffirait que vous décidez d'en faire un tous les 5. Là, je vais faire tous les 5 pour me faciliter un petit peu la tâche, parce que moi, ma vue, elle n'est pas très bien, et puis j'ai peut-être pas pris la bonne règle. Donc, eh bien, écoutez, vous faites des lignes droites, comme ceci, tous les 5 cm avec votre règle, sur tout votre tissu. Il suffirait ensuite, c'est ce que j'avais fait dans le tuto de la semaine dernière avec le pochon, d'accord? Eh bien, j'ai fait des lignes droites. Vous voyez un petit peu, là, comment je fais. Eh bien, j'ai envie de faire des carrés. Voilà, je fais des lignes droites. Bon, je vais aller jusqu'au bout pour que vous voyez, pour que vous ayez vraiment un rendu. Donc, j'aurais dû appeler mon petit garçon là, pour faire du coloriage. Il vous aurait colorié ça. Donc, voilà. Donc, voilà, vous voyez, on peut faire des lignes droites. Eh bien, non, moi, j'ai pas envie de lignes droites. J'ai envie de faire des carrés. Eh bien, allons-y, on va faire des carrés. Eh bien, pareil, je repars dans l'autre sens. Hop. Je mets ma règle à 5 cm. Vous voyez que les règles à patchwork facilitent le travail. Regardez en quelle facilité et à quelle vitesse, moi, je fais un traçage. Bon, là, vous ne ferez pas attention, c'est un feutre, donc il bave un petit peu. Parce que je ne laisse pas sécher. Mais vous voyez un petit peu? Regardez. Regardez avec quelle facilité. Et là, il vous suffirait de prendre votre machine, de faire d'abord toutes les lignes droites, et puis ensuite de faire les autres. Tout simplement. Eh bien, moi, j'ai pas envie de faire des lignes droites. J'ai envie de faire qu'elles soient un petit peu obliques. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos règles à patchwork, vous avez des degrés ici. Alors, comment on les utilise, ces degrés? Eh bien, écoutez, vous voulez faire des lignes avec un angle de 45. Eh bien, vous voyez la règle, je la place comme ça. Vous avez ici. Donc, non, c'est 60, celui-ci. Vous voyez? 60. Eh bien, vous avez une ligne ici qui indique 60. Eh bien, il suffirait de bien plaquer dans l'arête droite de mon tissu. Bon, là, vous faites comme si c'était un tissu, hein, ce que je vous montre. Hein. D'accord? Eh bien, vous faites ça. Eh bien, ensuite, bah, vous utilisez toutes les 5. Regardez, vous allez obtenir des lignes obliques. Toutes les 5 cm. Moi, c'est le genre de quilting que je faisais avant. Et ça fait des beaux rendus. Hein, j'ai fait beaucoup de sacs à dos. Donc, et je quilte en général tous mes sacs à dos. Hein. Mes sacs à dos ou même mes sacs, en général, moi, j'aime bien leur donner un petit aspect... voilà, pas commun, et il suffirait, bah écoutez, voyez un petit peu ce que ça donne. Eh ben, j'ai envie de faire des losanges, moi. Bah, je sais pas, vous en pensez quoi? Eh ben, je replace ma règle à 60,
Mais cette fois-ci, dans ce sens-là, regardez. Vous voyez, 60 ici. Et puis après, bah écoutez, tous les 5 cm. Hein, je place ma règle ici. Et j'y vais tous les 5. Donc là, mon stylo bave, hein, parce qu'il est feutre. Et ça facilite le traçage, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, là je ne vais pas jusqu'au bout, mais juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Si c'est un sac pour un garçon, donc voilà, là j'ai fait un angle à 60. Mais vous allez voir avec un angle à 45 ce que ça donne. Je vais vous faire avec un angle à 45. Vous avez plusieurs, vous avez compris le principe. En général, quand on quitte à 45. D'accord? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi je vais être obligée de retourner ma règle. Mais je sais que je suis à un angle à 45. Vous voyez, c'est la ligne qui est là. D'accord? Parce que normalement, je devrais repartir dans l'autre sens. Eh bien, écoutez, je fais ma première ligne à 45. Et puis après, le même procédé. Regardez. Voilà, je continue à tracer. Voilà comment on quitte avec une façon. Après, vous pourriez faire des petits carreaux. Hein. Il suffirait que vous vous mettiez à 2 ou 3 cm. Là, moi, je vous montre à 5. Mais vous pouvez faire des lignes de 3 cm. Je vais vous montrer, regardez. Alors, attendez. Il faut que je me place plutôt ici. Allez, là, la ligne. Par exemple, on va faire 3 cm. Et bien là, je suis à 3 cm, regardez. Hop, hop, tout du long, regardez. Vous voyez? Je peux les faire plus petites. Ensuite, bah, pour refaire dans 45, eh bien, écoutez, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais retourner ma règle. L'angle à 45, il est ici. C'est pour ça que le dessin, on le voit à l'envers et à l'endroit sur les règles. Hein. D'accord? Eh bien, écoutez, hop. Et puis ensuite, bah, je continue sur ma lancée. Je vais remettre ma règle à l'endroit, je verrai mieux. Vous voyez? Hop. Et je continue. Et j'obtiens toujours des carreaux. Alors, il suffirait que, si c'est pour une petite fille, bah, vous utilisez un point décoratif. Au lieu du traditionnel point droit, bah, vous mettez un point décoratif et vous obtenez tout de suite un effet qui est juste sublime. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire. Et ça, utilisez-le. Si vous n'avez pas de multidirectionnel, vous pouvez quand même faire un effet quilté à votre sac. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce mouvement aléatoire, comme je vais vous montrer maintenant, eh bien faites-le avec votre machine. Par contre, quand vous faites des points comme ça, il faut la longueur de point de 3. On ne quilte jamais avec un point serré. Sachez-le, c'est très important. C'est-à-dire qu'avec vos lignes droites ici, vous prendrez une longueur de point de 3 mm. D'accord ? Pourquoi? Parce que ça va vous donner ça va pas vous faire des coutures serrées. Et si vous avez des coutures serrées, vous aurez un très mauvais rendu de votre travail. Voilà, donc moi j'en ai terminé donc avec cette explication par rapport au traçage donc de votre travail. Je vais maintenant passer un petit peu, je vais vous expliquer donc qu'il est très important, quelle que soit la méthode que vous allez adopter, il est très important de bien stabiliser votre travail, d'avoir toujours plus large que votre tissu. C'est-à-dire que moi, là, vous voyez, j'ai le gabarit de mon sac. J'ai pris plus large que le gabarit de mon sac. Parce que le tissu, quand on le quilte, d'accord, il a tendance à rétrécir. Il faut le savoir, il y a beaucoup de tissu, regardez là. Vous voyez, j'ai pris beaucoup plus large. Et ça, c'est le gabarit de mon sac. Donc, quel que soit le sac que vous allez faire, que vous avez envie de vous mettre à quilter dans votre sac, le tissu doit toujours être plus large que votre gabarit et le molleton plus large que votre tissu. D'accord? C'est très important. Vous allez voir que là, j'ai pris quasiment la même largeur et regardez, il a déjà rétréci. J'ai pris les mêmes largeurs de tissu au départ. Hein. Regardez un petit peu. Vous avez bien 2 cm de moins et pourtant, j'ai pris la même largeur. D'accord? C'est hyper important de bien suivre ces consignes lorsqu'on se met à quilter. C'est très important. Autre chose, donc on stabilise bien son travail. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, je l'ai bien épinglé. Parce que vous allez voir, quand on fait le mouvement libre, bah, ça bouge. Autre chose également, moi, là, je vais le quilter sans support à l'arrière. D'accord? Parce que j'ai un petit peu l'habitude. Vous, si vous êtes débutante, mettez un tissu en dessous, ou un papier freezer. Alors c'est un papier qui est un petit peu comme le papier sulfurisé, pour que lorsque vous allez faire le piqué main libre, votre travail glisse, parce que vous allez voir que moi de temps en temps ça accroche, et ben écoutez, je redémarre au démarrage, ça accroche parce que c'est le molleton qui fait accrocher, d'accord? Donc, mais bon, c'est pas grave parce que moi j'arrive à bien reprendre, donc ça je vais vous montrer comment je fais. Mais vous, bon, moi j'ai pas envie de gaspiller du tissu, hein, mais vous prenez un tissu pour démarrer en dessous, hein. C'est très important, ou un tissu, ou un papier, voilà, c'est un peu comme le papier, on appelle ça le papier freezer, c'est un peu comme le papier sulfurisé, si vous voulez.
vous le maintenez bien. Alors moi là j'ai mis des épingles, mais il en existe pas mal d'autres. Vous avez aussi des petites ça ressemble à des barrettes. On les trouve comme ça, c'est de la marque Prime. Vous voyez? Donc c'est un peu comme des barrettes. Et vous pouvez venir aussi stabiliser votre travail comme ceci. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça tient plutôt bien. Donc là, moi, j'ai mis un peu trop large, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Vous voyez? Vous avez aussi les épingles à nourrice. Donc là, je ne l'ai pas ouvert, mais on peut aussi épingler avec des épingles à nourrice. L'avantage, c'est qu'on se blesse moins. Et quand on fait le piqué libre, bah parfois, c'est bien d'avoir les épingles à nourrice parce que des fois, on se fait mal avec les épingles. Parce que comme on est en mouvement, on a oublié l'épingle et on a tendance un petit peu à se faire mal. D'accord? Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire comment on stabilise le tissu. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer devant ma petite Laura Ashley que je vais vous présenter. Elle attend que vous d'ailleurs. Donc on y va. Vous allez me suivre. C'est parti! Me voici donc devant ma Laura Ashley. Donc elle avait hâte de vous rencontrer. Elle était même un petit peu jalouse hein, parce que depuis que j'ai l'industriel, eh ben, je la boude un petit peu sauf pour le piqué libre. Donc là, c'est tel qu'elle est habituellement sans qu'elle soit équipée donc du matériel nécessaire pour quilter. Donc je voulais quand même voir avec vous comment on monte une machine de façon à la rendre opérationnelle pour le quilting. Avant d'en arriver là, je voulais quand même vous présenter plusieurs pieds. Et, que vous sachiez un petit peu qu'il existe plusieurs pieds pour justement le quilting. Alors ça, on appelle ça un pied à double entraînement. Donc là, je ne vais pas vous le mettre dans la machine. Pourquoi? Parce que on l'utilise en général pour les grosses épaisseurs et quand on fait des édredons en patchwork et quand on a besoin de quilter, bien écoutez, il y a un mouvement qui se fait avec ce petit appareil qu'on fixe donc sur la machine et qui permet justement une couture plus facile. Il existe aussi pour faire les appliqués. Donc vous voyez que là c'est plus large. À partir du moment où c'est plus large, ben, c'est pour faire des appliqués. Et quand on fait des appliqués sur des gros édredons, voilà, on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais je voulais vous montrer un petit peu. Puisque certainement les débutantes ont déjà dû voir ce genre de pied et ont dû se demander à quoi ça sert. C'est justement pour faire du quilting. Et vous avez ensuite le guide pour faire les lignes droites. Donc vous voyez, vous pouvez faire plus ou moins. Tout à l'heure, je vous ai montré avec la règle, mais vous pouvez aussi vous servir de cet élément-ci quand vous voulez faire des lignes droites. Hein, d'accord, tout simplement. Donc vous pouvez le rendre plus ou moins large et puis vous mettez là et puis vous n'avez plus qu'à suivre la ligne suivante et ça vous permet d'avoir des lignes droites. Donc ça s'appelle des pieds à double entraînement. Donc on va pas les voir aujourd'hui, mais je vous les verrai certainement à l'œuvre puisque moi j'aime bien quilter, j'aime bien le patchwork, donc ça je vous l'ai dit aussi. Il existe aussi des pieds comme ça avec guide couture. Vous pouvez aussi donc les utiliser pour faire des lignes aussi. Hein. Si vous vous basez par rapport à cette petite chose-là, bah, vous pourrez faire des petites lignes sans avoir à faire de traçage au parallèle. D'accord? Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Donc ce pied est un guide couture. Ça s'appelle un pied guide couture pour faire des lignes droites. Vous pouvez s'en servir aussi pour les ourlets. Très pratique. Donc parce que vous avez des petits degrés. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Celui-ci, on le verra la semaine prochaine. Pour faire les appliqués. Donc très pratique pour faire les appliqués parce qu'il a un champ large, pardon. Il a un champ large et ça vous permet une meilleure visibilité quand on fait les appliqués, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc mais on verra la semaine prochaine, je voulais quand même vous le montrer. Ensuite, il existe plusieurs pieds à quilting. Donc vous avez le pied transparent, donc qui est un petit peu fermé. Donc voilà. Donc après, c'est une question de goût. D'accord? Celui-ci, je l'utilise pas trop, moi. Moi, je préfère le pied à quilting ouvert. Donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, que vous allez me voir utiliser. Mais si vous aimez utiliser celui-ci, utilisez celui-ci. Moi, je trouve qu'il masque un petit peu le travail quand on est en train de quilter. Moi, je préfère quand c'est ouvert et de voir ce que je fais. D'accord? Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci et je vais vous montrer comment on le monte sur la machine. D'accord? Parce que comment elle se présente, votre machine? Hein, donc, comment elle se présente? Eh bien, elle a d'abord un pied basique. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez. Donc là, je vais allumer ma machine pour qu'on ait plus d'éclairage. Voilà. Eureka. Donc voilà, comment il se présente votre pied. Il est, voilà, vous avez votre machine qui est comme ceci. Donc moi, elle a un relevage automatique, ma machine. La vôtre, je ne sais pas si elle l'a. Soit vous avez la petite molette qu'on trouve derrière pour lever le pied. Moi, en l'occurrence, elle est automatique. Donc j'appuie sur le petit bouton et mon pied se relève. Vous avez vu? Qu'est-ce que je fais? En général, aujourd'hui, les anciennes machines, bon, moi j'avais une ancienne Singer, ma première machine c'était une Singer, la Mélodie 20, pour celles qui connaissent. Eh bien, il fallait dévisser le pied. Vous aviez un tournevis. Aujourd'hui, elles ont une petite molette à l'arrière.
vous appuyez dessus. C'est une petite molette noire et vous pouvez enlever votre pied facilement. Donc moi je le range toujours hein, pour pas les perdre. Vous voyez qu'ici j'ai plusieurs pieds. Hein, je vous avais présenté le pied à zip. Pour celles qui, je vous avais dit qui n'ont pas de surjeteuse, vous aviez le pied à surjet. Le pied à surjet c'est celui-ci. Donc je vous apprendrai quand je suis en train de faire une poupée, elle est juste... elle m'a fait craquer donc cette semaine la poupée, hein, je l'ai terminée. Hein. Eureka, il était temps. Donc, mais on parlera de ce pied à surjet. Hein, donc j'utilise aussi pour les appliquer ce pied-ci. J'aime beaucoup parce qu'il est large et puis vous avez quand même le guide ici. Donc je vous montrerai que pour faire les appliquer, moi j'aime bien celui-ci. Donc et il sert aussi à faire les points décoratifs. D'accord? Comme vous allez faire du piqué libre, justement, ben ça c'est le pied pour faire les points décoratifs. C'est très important. Je vous le mets là pour que vous voyez mieux. Vous voyez, il est large et il est ouvert ici. Là, en général, il a des tranches plastiques. Et ça, c'est vraiment bien pour faire les points décoratifs avec votre machine. Moi, j'ai la Laura Ashley, elle a plus de 300 points. Donc je m'éclate quand même avec les points décoratifs. Faites-le avec les points décoratifs. Hein. Même les machines basiques aujourd'hui ont un minimum de points décoratifs. Donc ça c'est le pied qui sert. Sinon vous utilisez le pied basique, vous pourrez faire des points décoratifs. Donc ça facilite le travail d'avoir des pieds. Après il y a les autres pieds pour les boutons, pour les boutonnières. Donc je ne vous les présente pas. Je vous les présenterai quand on fera des poupées. Mais voilà. Hein. Donc ça c'est le main libre. Le main libre, je vous en ai parlé dans la machine. Qu'est-ce que c'est le main libre justement? Le main libre, c'est ça. C'est quand on met notre machine dans cette position-ci, pour faire les ourlets, pour faire les poupées. Des fois, on a des petites pièces. Eh bien, il suffit qu'on bascule ce qu'on a à faire ici, et puis on tourne autour de la machine notre tissu. C'est ça, un main libre. Donc, quand vous entendrez parler de main libre dans votre machine, utilisez la machine en main libre, c'est en cette position-ci, avec votre pied, bien entendu. Là, moi, je vais l'enlever, mais voilà. Ensuite, comment on fait pour poser le pied quilting ouvert? Eh bien, il faut enlever cette partie-ci. Vous voyez cette partie-ci, en général, donc là, moi, je vais utiliser un petit tournevis, mais vous en avez plusieurs. Hein, donc, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci. Moi, je vais utiliser celui-ci parce que j'ai moins de force dans les mains et ça me facilite. Eh bien, je dévisse, tout simplement. Vous voyez comme je viens de faire là? Et je l'enlève. Alors, je le garde bien précieusement. Moi, qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Eh bien, je viens le mettre dans ma petite boîte. Hein, pour pas le perdre, parce que c'est très important. Si on perd ça, eh bien, on pourra plus adapter nos autres pieds. Hein. Et vous voyez le petit loquet qui sert à enlever le pied. Donc là, je vais vous le montrer vraiment en détail. Vous voyez, par exemple, je vais mettre mon pied de machine. Vous voyez, là, il est enclenché. Vous voyez, il s'enclenche. C'est cette petite molette qui permet de l'enlever de l'arrière. Hein. Vous cliquez dessus et ça le défait. Alors aujourd'hui, toutes les machines, quasiment, hein, parce que j'en ai vu passer quelques-unes, j'ai fait des réglages de machines, et elles ont en général maintenant cette petite molette, sauf les anciennes où on avait une vis sur le côté et puis on dévissait. Donc voilà, tout simplement. Donc vous voyez comment ça se défait, et gardez toujours précieusement, rangez votre matériel, c'est super important. C'est super important de toujours bien ranger, hein, parce que après on peut chercher pendant des heures. Ensuite, eh bien écoutez, le pied, il est comme ceci. Vous voyez qu'ici, il a une encoche. Eh bien, il suffit de venir la mettre au niveau de la vis, comme ceci. Vous voyez? La vis, elle est là. Et vous avez l'encoche ici. Vous voyez? Vous devez vraiment le voir. Hein. Eh bien, ensuite, il suffit de venir visser. Tout simplement. Votre pied à quilter. Donc voilà, là, je vais le visser. Pour que vous voyez bien. Donc voilà. Alors, vous vissez pas trop fort, jusqu'à ce que ça soit bien mis en place. Vous voyez? Vraiment une petite pression. Et vous voyez, vous faites ça avec votre doigt. Vous voyez qu'il est bien fixé. Vous avez vu qu'ici, il y a la petite molette. Ici, bien devant, ici. Là, je vous montre avec le doigt. Elle doit bien être positionnée comme ceci, bien droite. Pour que vous voyez bien là. Vous voyez, je vous montre avec mon doigt ici. Et vous voyez le pied, il doit être comme ceci, bien posé. Voilà, là, vous avez enfilé votre machine pour faire le piqué main libre. Alors, quand on fait un piqué main libre, on ne le fait pas avec ce genre de choses. Quand vous allez faire des lignes droites, comme je vous ai dit, pour celles qui n'ont pas de multidirectionnel, moi, ma machine, elle part dans tous les sens. Donc, je peux positionner ce pied. D'accord? Quand vous allez faire le main libre, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas assez d'espace. Alors, il existe des tables d'extension. Donc, je vais aller la chercher parce que là, du coup, maintenant, je suis obligée de me déplacer un petit peu. Voilà ce que c'est une table d'extension. Alors, parfois, vous avez des kits. Hein. Cherchez les promos ou faites les fois parce que moi, c'est comme ça que j'ai acheté donc, le kit quilting. Et derrière, vous avez des pieds, donc réglables, d'accord, en fonction de votre table. Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, pour le fixer à la machine, vous allez enlever votre main libre. Vous mettez votre machine en main libre. C'est très important qu'elle soit en main libre. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'ai juste à la faire glisser.
et vous avez entendu le bruit. Tout simplement. Alors, il faut être dans un endroit bien stable. D'accord? Vous vérifiez que votre table est bien stable. Et sinon, vous venez régler donc les... Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que c'est juste en dessous, mais ça n'a rien de sorcier. Voilà. Ça, c'est une table d'extension qui vous permet de quilter. Donc moi, ma machine, à 90% du temps aujourd'hui, je laisse la table. Parce que, en plus, même pour coudre, bah écoutez, ça me donne beaucoup de largeur et je suis bien contente de l'avoir. Là, ma machine est prête à quilter, mais pas tout à fait. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu. Donc, j'ouvre le capot de ma machine. Comment on enfile une canette? Parce que ça, l'enfilage d'une canette, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Une canette, elle doit être ferme. Si elle n'est pas ferme, vous allez avoir un souci de couture. Vos coutures vont être lâches, elles vont être distendues et elles ne vont pas être solides. Alors comment on fait? Alors on prend du fil basique, hein, donc là moi en l'occurrence j'ai un fil basique pour ma canette, hein, vous voyez je vais quilter avec un fil vraiment, voilà, hein, pour la canette je prends n'importe quoi. Donc vous je sais pas s'il va se trouver en hauteur, moi il se trouve ici pour enfiler ma canette. Vous c'est peut-être une tige verticale que vous allez avoir, mais peu importe, le principe est le même. Vous vérifiez un petit peu comment se fait l'enfilage de la machine, moi la mienne je dois la passer par ici. Donc vous allez certainement avoir une petite encoche, c'est pour permettre au fil de bien guider. Donc là, l'enfilage de votre machine ne sera pas identique à la mienne, c'est sûr. Mais voilà, vous mettez votre canette. Alors vous prenez bien des canettes adaptées à votre machine. Vous avez plusieurs hauteurs de canettes. C'est très important de prendre des canettes proportionnelles à votre machine. Vous regardez votre notice, vous avez la hauteur. Parce qu'il existe deux types de canettes. Alors ne vous trompez pas parce que sinon, ben écoutez... pour ça que vos coutures, elles seront pas bonnes. C'est très important l'enfilage dans une machine, hein, surtout de la canette. Hein. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, je tends beaucoup de fil. Je laisse une bonne longueur de fil. Je viens passer sur l'arrière de ma canette et je vais enrouler autour. Mais vraiment, pas que deux. Je fais au moins une dizaine ou une bonne dizaine de tours, ou voire plus. Vous voyez? Et je vais jusqu'au bout. Ensuite, bon, la mienne, elle va enfiler automatiquement. Vous voyez? Vous ferez avec la pédale ou avec ce que vous avez. La mienne, elle le fait automatiquement. Et vous voyez? Eh bien, la canette est bien amorcée. Ma canette, donc, est terminée. Il me suffit de l'enlever. Et vous avez ici, en général, un petit... Alors, tout le monde ne le sait pas. Je ne sais pas si toutes les machines l'ont, mais en général, elles l'ont aujourd'hui. Il y a un petit coupe de fil, hein. D'accord? Peut-être que personne ne le savait, mais je vais vous mettre la caméra un petit peu vraiment sur le dessus, que vous voyez qu'il y a des encoches ici. Eh bien, ça, c'est des coupe-fils. D'accord? Pour celles qui ne le savent pas, vous voyez avec... regardez, je vais vous montrer encore une fois, que vous voyez bien, je le mets dans l'encoche et regardez. D'accord? Tout le monde ne le sait pas, donc c'est important de le savoir. Ensuite, eh bien, écoutez votre canette. Et vous voyez ici, elle est vraiment ferme. Vous pouvez y aller, hein. Elle est ferme. Si vous avez bien amorcé le démarrage, elle sera ferme comme celle-ci. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je respecte l'ordre de ma machine. Alors moi, je travaille beaucoup avec brodeur. Et je vais vous expliquer pourquoi je travaille avec brodeur. Déjà parce qu'elles sont faciles et elles sont peut-être moins robustes que les autres. C'est vrai en termes de... Voilà, par exemple, je vous parle des Janome ou des PAF. Ce sont des machines qui sont robustes. Par contre, brodeur, en termes de technologie et de facilité, elles sont numéro 1 pour moi. J'ai essayé beaucoup de machines et je peux vous dire que en termes de technologie, Brodeur, c'est voilà, je ne vous les vends pas, hein, donc j'ai pas de sponsor Brodeur, mais je travaille avec du Brodeur et j'adore Brodeur parce que elles sont bourrées de technologie et moi la technologie en couture, je trouve que c'est juste topissime. Donc moi ensuite, vous voyez, l'avantage avec Brodeur, eh bien c'est que vous avez aussi tous les petits guides. Donc même les pense-bêtes, la mienne elle a même une fonction aide qui me permet à tout moment, même sur mon tableau de bord, je vais vous le présenter un petit peu, eh bien on peut donc voir comme le schéma de la canette. Donc il suffit de me la mettre, si vous avez une brodeur, hein, pour celles qui ont une brodeur vont savoir que, bah écoutez, hein, la canette c'est un jeu d'enfant de l'enfiler, vous voyez. Alors la vôtre, il faudrait peut-être la passer par des petites choses et vous avez des canettes avec des boîtiers métal, donc un petit peu comme mon industriel, d'accord? Vous suivez bien entendu la méthode d'enfilage de votre machine. Moi je vous montre la mienne, parce que c'est celle que j'ai là. Hein, donc, et puis en plus, bah, ensuite, je mets mon petit cache. Ma canette est enfilée. Qu'est-ce qu'il me reste ensuite à faire? Alors, la mienne, vous avez vu qu'elle a plusieurs boutons ici. En temps normal, il me suffit de baisser mon pied de façon automatique et d'utiliser ceci pour qu'elle couse. Vous voyez? Là, je vous l'ai mis en fonction. D'accord? Là, elle va me dire qu'il n'y a pas d'enfilage, c'est normal. C'était juste pour vous montrer. Mais en quilting, on n'utilise pas les boutons. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nos deux mains. Nos deux mains, en quilting, doivent être à plat sur le travail. Donc, on ne peut pas gérer les boutons. Donc, il faut qu'on fasse ce mouvement-ci. Donc,
il faut qu'on ait les mains à plat sur notre ouvrage. Donc, on ne peut pas utiliser ces boutons-ci. Alors, on prépare la machine. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez la pédale. Donc, moi, je travaille énormément à la pédale parce que maintenant que j'ai mon industriel, eh ben, écoutez, je travaille beaucoup avec la pédale. Ou vous avez la genouillère. C'est ce genre d'outil, d'accord, qui permet d'avancer ou d'arrêter la machine avec le genou. Donc moi, j'aime pas trop travailler avec parce que ma machine est un petit peu haute pour l'utiliser, donc moi je suis petite, donc forcément, et elle se place sur l'avant de la machine. Donc là, je vais pas vous le montrer, mais vous avez un gros bouton en général dans vos machines. On va essayer de vous le montrer quand même. Alors, je vais enlever. Vous avez un bouton ici, vous avez un espèce d'encoche ici, et vous l'enclenchez. Puis avec votre genou, il suffit de la travailler comme ceci. Vous voyez, et vous regardez la machine, eh bien elle bouge. Regardez. Vous voyez? C'est très pratique, mais bon, moi, comme je vous le dis, mon plan de travail est un peu levé. Quand j'utilise un plan de travail quand je travaille dehors, eh bien, j'utilise beaucoup la genouillère. Mais là, en l'occurrence, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais que vous voyez un petit peu que ça existe, hein, que vous sachiez à quoi ça sert. Hein. Donc là, je vais remettre mon plan. Moi, je travaille à la pédale. Donc, vous avez la pédale. Donc, je vous la déroule. Et elle se met en général sur le côté. Vous voyez, vous avez ceci. Eh bien, vous le mettez sur le côté. Donc, voilà. Et voilà. Alors, un petit conseil, quand on travaille à la pédale. Moi, je travaille pieds nus. Ou en chaussettes, si vous voulez. N'utilisez pas de chaussures. Si vous voulez sentir votre machine, même avec mon industriel, moi ici, j'ai toujours des petites claquettes. Des fois, vous devez même les entendre. Je suis toujours avec des petites claquettes. Pourquoi? Parce que je mets mon pied à plat sur la machine. Si vous voulez bien sentir votre machine, rien de mieux que de travailler pieds nus. Ou en chaussons. Très plat, mais en chaussures plates. Hein. C'est très important, hein, parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est plus pratique. Moi, pieds nus, hein, j'enlève ma petite claquette, hein, vous entendez le bruit. Donc voilà, ça c'était pour la partie préparation de la machine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez aussi préparé le fil. Donc moi, je vous ai dit que j'allais utiliser un fil à broder. Donc là, c'est du fil à broder basique. Alors je l'utilise parce que j'ai acheté ces bobines pour les utiliser sur... Alors, au démarrage, j'avais pas trop les moyens et j'ai acheté du fil bas de gamme. Et seulement, ma brodeuse, elle aime pas. Elle aime pas du tout. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce fil? Il est quand même de bonne qualité, hein. J'utilise aujourd'hui sur ma brodeuse du Madeira ou du Isacor, hein, pour celles qui connaissent, ou du Gutermann. Hein, il y en a beaucoup qui connaissent aussi, en fil à coudre, par exemple. Et ben là, c'est du fil bas de gamme, hein, mais qui est d'une belle qualité tout de même. Hein. Donc, utilisez quand même un fil qui ne casse pas, hein. Parce que sinon, vous allez vite vous rendre compte que vous allez vite enfiler souvent votre machine, surtout. D'accord? Donc, c'est pas top. Ensuite, c'est des grosses bobines. Donc, les grosses bobines sur la machine, on n'a pas de place. Hein. Alors, en général, vous avez souvent ce genre de choses qu'on peut acheter qui vont avec la machine pour mettre justement les bobines. Vous voyez? Donc, il me suffirait d'enlever le capot qui se trouve ici et de venir enclencher donc, le porte-bobine. Donc moi j'aime bien garder le capot parce que quand j'ai fini d'utiliser ma machine, je la range. Bon là, il faut que j'enlève, vous voyez, je la range et elle prend pas la poussière, vous voyez. Donc c'est pour ça que je l'adapte pas, tout simplement. Hein. Donc, mais vous avez ce genre de choses qui sont vendues aussi en option sur vos machines. Vous regardez avec votre vendeur. Sinon, vous avez ceci. C'est de la marque Prime celui-ci et je l'aime bien. Je l'aime bien pourquoi? Parce qu'il a un pied en espèce de fonte et il est stable. Vous voyez, donc là, il faudrait peut-être que je revienne le visser. Puis il me suffit de poser ma bobine, de passer, puis de procéder à l'enfilage de mon fil. Alors comment je fais moi? Écoutez, je le mets à côté. Je le mets comme ceci. Et puis je procède à l'enfilage de ma machine. Donc là, ça n'a pas d'intérêt que je vous montre l'enfilage, mais... parce que votre machine va être différente. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien vérifier, c'est que votre aiguille est bien. Donc, vous voyez, moi, j'ai un bouton ici, en position haute. Si vous n'avez pas ce bouton-ci, vous utilisez votre, vous voyez, votre roulette sur le côté, d'accord? Donc, moi, en l'occurrence, je fais ceci et je la repositionne en position haute pour pouvoir ouvrir tous les clapets. Et que le conduit du fil ici soit en hauteur. Donc là, vous n'allez pas le voir parce qu'il y a un cache, mais il est en hauteur. Moi, je le vois. Eh bien, écoutez, ensuite, il me suffit de venir... Donc déjà, il faut baisser le pied. Lever le pied, hein, c'est important, hein, de la machine. Vous voyez que le pied, il est levé, là. Donc on ne le voyait pas trop avec le quitté, mais il faut que le pied soit levé pour pouvoir ouvrir le loquet qui est ici. Et ensuite, de procéder à l'enfilage. Alors moi, j'ai un enfilage automatique du fil. Il se présente comme ceci, il est là, hein.
Donc, je vais vous le descendre pour que vous voyez. Vous voyez un peu là? J'ai un enfilage automatique. Bah, vous, vous enfilez, ou alors vous enfilez avec les enfileurs que je vous ai déjà présentés dans une de mes vidéos. Il existe des enfileurs à aiguille, hein. Vous verrez, ils sont juste top. Donc là, moi, en l'occurrence, écoutez, j'ai un enfilage automatique qui est bien pratique. Surtout quand on ne voit pas clair. Et puis, pour le quilting, eh bien, je tire une grande longueur de fil. Et je viens avec ma roulette sur le côté. Vous voyez, ma roulette, eh bien, toujours vers vous, hein, quand vous tournez. Et je viens récupérer la canette. Quand on coud, normalement, on n'a pas besoin de récupérer la canette. Mais quand on fait du quilting, on récupère le fil de la canette. Et on le tire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, moi, je vais vous donner une méthode qui est à moi, quand je quitte, pour arrêter la couture et fermer la couture. Il y a d'autres méthodes. Moi, je ne les pratique pas trop parce que déjà, je ne vois pas trop clair. Et quand il faut récupérer le fil du dessous pour le mettre sur le dessus, eh bien, ça, c'est la méthode que font en général toutes les quilteuses. Bah, moi, non. Moi, je prends celui du haut, je vais le mettre vers le bas avec une aiguille. Mais le principe est le même. Hein. Au final, le résultat sera le même et on obtiendra un résultat aussi parfait. Donc, voilà. Vous tirez bien vos deux fils, vous ayez des grandes longueurs. Donc voilà, on en a terminé avec cette partie-ci. Maintenant, moi, je vais vous présenter un petit peu le tableau de bord de ma machine. Quand on va quilter, bon, la mienne, elle a plusieurs fonctions, vous avez vu, hein, j'ai des points décoratifs. Hein, donc là, je ne vais pas vous les présenter, mais j'en ai une multitude. Hein. Donc moi, je vais m'intéresser à la partie normale. Ce qu'il est important de vérifier, c'est les griffes de votre machine. Alors les griffes, moi, comme elle est automatique, ma machine, les griffes, elles se trouvent ici de ma machine. Ce petit symbole, c'est pour celles qui ne savent pas, et si elles l'ont sur leur tableau de bord, c'est les griffes de leur machine. Elles servent à quoi? En temps normal, votre machine à coudre, vous les voyez là, les griffes, c'est ce genre de choses. Elles font un mouvement pour vous permettre la couture. Soit elles vont comme ceci, soit elles font en comme ceci. Enfin, peu importe le mouvement que fait votre machine. Ça, c'est en général en couture normale, quand on fait des piquets décoratifs, des points décoratifs. Mais pour le mouvement libre, eh bien, on doit baisser les griffes. Pourquoi? Parce que sinon, on ne peut pas bouger le tissu et les griffes vont se prendre au tissu. Donc, vous ne pourrez pas bouger. C'est impossible. Donc, il faut baisser les griffes. Alors, soit vous l'avez dans l'écran, soit vous avez des molettes sur votre machine qui se trouvent en général vers l'arrière de la machine. Vous avez une petite molette et vous suffit de... Vous voyez, un peu dans ce style-là. Bon, là, moi, c'est la vitesse de ma machine. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est ma vitesse de machine. Donc, voilà, moi, je la règle comme ça pour le quilting parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite. Hein. Pour quilter, il ne faut pas quilter avec une vitesse trop rapide. Hein. Vous allez comprendre quand vous allez la voir à l'œuvre. Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez enclencher cette molette pour enlever les griffes. Et en général, vous avez ce petit dessin. Si vous avez la molette, vous avez le petit dessin avec. Donc moi, il faut que j'appuie là. Et vous avez entendu le bruit. Donc ça m'a baissé les griffes. Regardez, les griffes ont descendu. Donc, regardez, là, elles sont en position haute. D'accord? Et regardez, je vais appuyer. Vous avez dû entendre le bruit. Donc ça m'a descendu mes griffes. Et là, je vais pouvoir glisser mon tissu sans que les griffes me gênent. Une fois que j'ai fait ça, je viens régler le point de la machine. Alors, ça, ce sont les points de couture basiques. D'accord? Vous les avez toutes dans vos machines. À plus ou moins près, ce sont les points qu'on trouve sur toutes les machines. À quelque chose près, peut-être pas ceux-là, mais le reste, on les trouve. Eh bien, moi, je vais venir prendre... Mais vous pourriez très bien prendre ce point normal. Mais il faut que votre aiguille soit au milieu et que vous ayez un petit point. C'est-à-dire que l'aiguille, quand elle va pas faire de marche arrière et de marche avant. Elle va piquer pour faire le point d'arrêt plusieurs fois au même endroit. C'est très important dans le piqué libre que vous piquiez plusieurs fois au même endroit, au démarrage et à l'arrivée de votre couture. Vous voyez ici, par exemple, j'en profite pour vous donner quelques petites astuces sur votre machine. Certainement qu'il y en a beaucoup qui ont des machines électroniques. Donc, voyez quand vous avez en démarrage ici, vous avez deux doubles petits traits là. Peut-être que certaines ne savent pas ce que ça signifie. Ça veut dire que votre machine, elle va vers l'arrière et elle revient vers l'avant. Et regardez ici, quand l'aiguille elle est à gauche, hein, là c'est pour l'aiguille à gauche, d'accord? C'est quand on fait l'aiguille à gauche, c'est quand on fait les zips. Hein. Je vous en avais parlé, hein, quand on utilise, on met le plus à gauche possible. Et bien moi je mets en cette position à gauche. Regardez, si j'appuie dessus, mon aiguille elle va directement à gauche. Regardez, je vais la remettre au milieu pour que vous voyez. Là, je suis au milieu. Et si je mets à gauche, eh bien, écoutez, elle va se mettre à gauche, mon aiguille. D'accord? Mais quand on fait le quilting, elle doit être au milieu.
C'est très important que l'aiguille soit au milieu. Et là, elle va vous faire un marche avant et elle va revenir en marche arrière. Et là, vous voyez qu'elle a un petit point. Ça veut dire que l'aiguille va pour faire le point de démarrage, pour solidifier votre couture, elle va faire plusieurs fois au même endroit pour solidifier. Et là, elle va faire une fonction de marche arrière, comme je vous l'ai dit. L'aiguille doit être au milieu. Donc, vous pourriez très bien utiliser... Donc là, vous avez vu qu'elle a reconnu mon pied. Hein. Donc, ma machine est électronique, donc elle a reconnu le pied de quilting. D'accord? Si je l'enlève... elle va reconnaître tous les pieds que je mets, elle les reconnaît. Hein. Donc je ne sais pas comment elle fait, hein. Elle est super balèze. Moi, j'aurais peut-être même du mal à les reconnaître, elle y va. Hein. Donc je lui fais confiance. Hein. Donc vous voyez, elle a mis le haut qui correspond à mon pied quilting. Donc vous voyez, il faut se mettre vraiment au milieu. Hein. Donc c'est très important. Moi, en général, j'utilise le pied quilting, le 1,30. Hein. Pourquoi ? Le 1,30, vous voyez, il le met tout de suite comme ceci, mais ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Hein, parce qu'il me règle déjà mon point. D'accord? Donc, il faut un réglage de point à 2,5 mm. Vous voyez, je l'ai mis à 2, parce que j'avais dû certainement la dérégler. J'ai une tension de fil à 4. Et là, j'ai pas de largeur de point puisque c'est un point droit. C'est normal, ça c'est pour les zigzags hein, ici. Hein. Donc vous voyez, j'ai une longueur, quand je vous parle souvent de la longueur de point, c'est justement la longueur de point que vous voyez ici. Donc il se traduit dans ma machine. Et ça c'est la tension. La tension du fil en général dans toutes les machines est de 4. Je vous l'ai déjà dit. Et respectez la tension de 4. Si vous avez un tissu plus léger, bah, vous allez diminuer. Et si vous avez un tissu plus lourd, vous allez monter votre tension. D'accord? Ou alors vous avez des molettes dans certaines machines. Donc là, on en est venu à toutes les parties que je voulais vous montrer sur une machine à coudre. Donc maintenant, on va venir à la partie essentielle qui est le quilting. Donc, je me prépare et je reviens vers vous. Nous voici donc pour la partie la plus intéressante. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, le petit conseil que je vous donne, c'est de prendre des chutes de tissu. Vous voyez, moi, celui-ci, j'avais mis un stabilisateur. C'était un reste d'un sac que j'ai fait. Donc, moi, je garde toutes les petites chutes faites de la même manière. Et puis, vous voyez, là, j'ai fait un piqué libre aléatoire. Hein. Donc là, je n'ai même pas utilisé j'ai moi-même dessiné. J'ai pas pris de pochoir. Et en fait, voilà, j'ai utilisé cette chute et j'ai pu faire un petit peu des mouvements. Mais aussi, des fois, il m'arrive de prendre des petites chutes un petit peu comme ça, là, que vous voyez, un petit peu comme ce que j'ai fait là. Ben, vous prenez un tissu un petit peu foncé, hein, pour que vous voyez, pour que vous appreniez la régularité du point. Parce que le piqué libre, il faut faire un point régulier. Et parfois, le point, on peut le faire plus ou moins large. Donc là, pour le coup, moi, il est hyper régulier. Mais des fois, voilà, vous voyez, là, par exemple, là, ben, il est un peu plus grand, des fois, il est un peu plus petit. Eh bien, de faire des tests, ça va vous permettre, justement, de bien maîtriser le piqué libre. Je vais vous le faire là, vite, vraiment pour vous montrer un petit peu ce que vous allez faire. Vous voyez, là, il n'y a rien qui maintient mon pied. Vous voyez, c'est moi qui vais faire les mouvements. Hein. Donc, ce que je fais, moi, je le mets bien vers l'arrière. Voilà. Et j'avance mon piqué libre. Eh bien, le piqué libre, c'est ceci. Vous voyez ? Regardez les mouvements que je fais avec mes doigts. Donc là, vous ne le verrez pas très bien parce que j'ai pris une petite chute, hein. Voilà, vous voyez, c'est ça le piqué libre. Alors, il faut régler la machine pour qu'elle aille pas trop vite. Donc là, elle va un petit peu trop vite. Donc, vous réglez. Justement, vous en profitez pour faire des réglages à votre machine. Hein. Vous voyez, il faut vraiment regarder. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc là, j'ai pris une petite chute, c'est moins évident. Parce que j'avais que ça en noir pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez un peu, c'est ça le piqué libre. Voilà, et puis après, bah, vous pouvez même vous amuser à dessiner. Vous voyez, on peut faire un beau piqué libre en faisant manuellement. Donc là, ça donne pas grand-chose parce que... mais vous voyez, je vais de droite à gauche, regardez, je redescends. Bah, tenez, regardez, je vais même passer sur l'autre. Si je vois que mon point est trop large, eh ben, je règle ma machine sur un point plus serré, à 2, par exemple. Et donc là, mon point sera plus serré. Regardez, vous voyez ? Donc là, j'ai moins de mouvement parce que le tissu est petit, mais vous voyez ce que je pourrais faire. Hein. Regardez, je vais où je veux avec ma machine. Eh bien, entraînez-vous avec une petite chute de tissu. Ne mettez pas de molleton pour commencer parce que bon, ça ne sert à rien de gaspiller du molleton. Et puis, vous entraînez. Regardez, je peux même vous faire des petites courbes. Voilà. Là, je suis arrivée un petit peu au bord, mais regardez. Regardez, vous voyez? Regardez. Ben, c'est moi qui vais où je veux, regardez. C'est pas elle, hein, c'est moi. Hein. Regardez. Je pourrais même vous faire un prénom si vous voulez, regardez. Regardez, hop, je vais où je veux. Bah, vous vous entraînez à faire ça. Et puis comme ça, vous allez avoir une meilleure maîtrise. Le piqué libre, c'est ça. Vous voyez?
Voilà. Donc là, je vous ai montré. Maintenant, je vais vous montrer avec mon ouvrage. Alors, pour arrêter, donc, bien écoutez, je mets la marche arrière, tout simplement. Et puis, je coupe pas le fil. Je lève mon aiguille. Et je lève mon travail. Et je tire mon fil. Et je viens le couper. Et je laisse une longueur. D'accord? Parce que ce fil-là, je vais prendre une aiguille. Ensuite, et je vais le rentrer à l'intérieur. Et celui de démarrage aussi. C'est-à-dire que je le repasse derrière mon ouvrage. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, là, c'est pas très joli, hein. C'est des essais, hein, parce que c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Entraînez-vous à faire comme ceci. D'accord, hein, c'est super important. Comme ça, vous allez avoir une meilleure maîtrise de la machine. Donc maintenant, je vais vous montrer avec l'ouvrage. Me voici donc devant mon ouvrage. Donc je vous ai montré, donc faites des essais. C'est très important de faire des essais avant. Hein, d'accord. Je démarre toujours. Bah écoutez, moi j'aime bien démarrer toujours de la droite vers la gauche. Donc en général, on démarre toujours comme ça. Alors au démarrage, c'est toujours un peu plus difficile hein, quand on commence à démarrer ici, puisque je suis vraiment au bord. Hein. Donc ça va coincer un petit peu. Donc je vais. Et si on suit pas forcément les lignes, c'est pas grave, hein, d'accord? Parce que ça, moi, je m'en sers comme base, si vous voulez. Après, si mes arrondis suivent pas vraiment la ligne, c'est pas important, hein, parce que une fois qu'on aura passé le fer, on verra plus rien. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Bien, écoutez, je baisse mon aiguille. Donc là, je vais pas la démarrer bien au bord parce que ça sert à rien, parce que j'en avais beaucoup plus que... Vous voyez, je démarre vraiment là. Je baisse mon aiguille pour savoir si... Vous voyez, en l'occurrence, je suis bien sur le trait. Eh bien, écoutez, j'avance tout tranquillement. Alors, j'y vais. Alors là, ça va accrocher un peu, moi. Hein, parce que, vous voyez, là, je vais y aller tout doucement. Regardez. Alors, je soulève. Si je vois que ça coince ici, regardez, je soulève. Alors, au démarrage, on y va un petit peu tout doux. Hein. Vous savez, c'est toujours le coup de main. On s'échauffe. Un petit peu comme tout. Regardez, ensuite, eh ben, écoutez. Alors, je vais enlever mon aiguille pour plus qu'elle me gêne. Donc là, quand on est au bord, eh ben, on y va tout doucement au bord. Hein. Vous allez voir qu'après, je vais accélérer. Et puis après, bah, écoutez, c'est moi qui avance tranquillement. Regardez, je suis ma petite courbe, tranquille. Alors, c'est un petit peu physique, hein, le piqué libre. Hein. Installez-vous bien sur votre plan de travail. Ça demande de la concentration. Donc là, je vous parle en même temps que je le fais. Donc, logiquement, voilà. Et vous voyez que mon point est régulier. Donc là, j'y vais tranquille. Hein. Vous voyez, on peut s'éclater. Hein. Regardez. Alors, ne faites pas du surplace. Parce que si vous faites du surplace, eh ben, écoutez, il faudra redémarrer où vous êtes. Parce que sinon, la machine, elle va coincer. Vous voyez, et essayez d'avoir une vitesse pas trop rapide. Hein. Et il faut que vous vous cadriez avec la machine. C'est-à-dire que il faut que vous avanciez en même temps que le piquage. Hein. Regardez. Vous voyez là, je suis bien le trait tranquillement. J'essaie d'avoir mon ouvrage le plus à plat possible. Même si c'est au bord, parce que c'est pas facile au bord. Les bords, vous verrez que c'est toujours les plus compliqués. Mais après, quand on arrive vers le milieu, ça facilite le travail. Donc vous voyez que des fois, je ne suis pas ma ligne, mais c'est pas grave. Donc, comme je suis dans le bord, c'est pas simple. Toutes celles qui quittent vous diront que dans les bords, c'est les plus compliqués. Puis après, regardez, j'y vais tranquille. Hein. Regardez les mouvements de mes mains. Très important, c'est le mouvement de mes mains. Regardez ce qu'elles font. Là, mon fil, vous voyez, voilà, c'est quand on utilise du fil à broder. C'est pour ça qu'utiliser du fil à quilting, vous voyez, il a dédoublé. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est simple, hein. Je coupe pas mon fil, je lève mon aiguille. C'est pas grave, hein. Je soulève et je tire mon ouvrage. Vous voyez ce que ça a fait un peu dans mon aiguille? C'est normal, hein, parce que j'utilise du fil à broder, puis de temps en temps, il passe à côté. C'est pas grave, et bien écoutez, je le tire, je coupe. Je coupe aussi mon fil à canette. Bon, comme ça, je vais vous montrer, ça va... Et c'est pas grave, hein. Vous voyez, je me suis arrêtée ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon fil qui est là, je prends une aiguille. Donc là, il va être dédoublé, hein. Il ne va pas rester grand-chose, hein. Je coupe la pointe. Vous voyez mon fil, comme il s'est abîmé. J'ai récupéré ce fil qui est longueur. Je le replante sur l'envers de l'ouvrage, comme ceci. Et je viens le fixer. Regardez ce que ça donne à l'arrière. Hein. Vous voyez un petit peu, hein? Eh bien, écoutez, j'ai le fil de la canette qui est là. Je fais un nœud. Tout simplement. Ça, c'est la méthode Paula. Hein, donc, je vous la donne. Donc, voilà, c'est ma méthode à moi. Donc, normalement, on récupère le fil de la canette. Moi, je fais comme ça. Parce que surtout, j'utilise du fil un petit peu, des fois, qui s'abîme. Et puis, je fais un petit nœud. Et ça sécurise mon ouvrage, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà.
Je voulais quand même vous donner cette petite astuce si ça vous arrive. Parce que là, j'utilise pas du fil de très bonne qualité. Mais qui au final... Voilà. Et je fais la même chose au démarrage. Vous voyez que là, j'ai mon fil. Ben, je fais pareil, je prends mon aiguille. Donc là, vous ne le voyez pas très bien parce qu'il y a le noir, mais c'est super joli. Hein. Regardez, hein, on va vous le mettre un petit peu en gros. Regardez un petit peu là. Regardez. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? Donc voilà, donc là, moi, je prends mon fil, pareil, hein, de la même manière. Et puis, bah, écoutez, je le passe comme ceci. Regardez. C'est important de faire ça, c'est pour sécuriser votre couture. Hein, parce qu'à la longue, ça peut s'effilocher, hein, votre fil, votre point de démarrage. Puis, je viens le fixer avec le fil de la canette. Voilà pourquoi je tire les deux fils, hein, que je vous avais expliqué tout à l'heure, parce que je fais comme ça. L'avantage en plus, vous voyez là en plus mon fil a cassé, donc comme ça va vous permettre de voir que je redémarre au même endroit et que je repasse par-dessus, même si c'était pas très joli, au final eh ben, ça va repasser par-dessus et on verra rien. Vous ne verrez rien. Vous voyez, je fais plusieurs petits nœuds et puis je coupe. Je coupe l'excédent. Voilà, tout simplement, vous voyez. Voilà, donc je vais reprendre mon ouvrage où je m'étais arrêtée, donc je vais regarder où je m'étais arrêtée, hein. Donc c'était ici. Donc je retire mes deux fils, hein. Vous voyez pourquoi je laisse la longueur, tout simplement pour pouvoir bien redémarrer. Je remets mon ouvrage là où je m'étais arrêtée. Donc vous voyez, ici. Je descends mon aiguille pour voir si je suis bien dans le trait, en l'occurrence j'y suis. Et puis c'est reparti. Donc je vais enlever les épingles pour ne pas me blesser. Il faut faire attention parce qu'on peut se blesser énormément avec les épingles, hein. Au fur et à mesure que vous avancez votre ouvrage, vous enlevez les épingles, parce que de toute façon, il commence à être fixé, donc il ne bougera plus après. Hein. Et puis, on y va, tranquille. Alors, au démarrage, on démarre toujours tranquille. On fait en sorte que notre fil ne nous dérange pas, alors qu'on y va tout doux, vous voyez. Donc là, il va me déranger. Qu'est-ce que je fais? Je soulève. Je vais prendre mon coupe-vite. En général, moi, je prends une petite barre là que j'ai. Et puis, je mets mon fil sur le côté. Vous voyez, pour plus qu'il vienne me gêner. Hein. Vous voyez là? Parce qu'il ne faut pas qu'il se prenne dans la couture, hein, vous voyez, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait les deux petits premiers points, vous ramenez votre fil et vous redescendez. Et puis, puis après, on y va, hein, tranquille. Hein. Alors, vous voyez, alors il faut y aller vraiment tout doux. Allez-y doucement au démarrage, vous voyez. Regardez. Puis si vous suivez pas trop la ligne, c'est pas gênant. Parce que moi, je fais le traçage pour que ça me donne un indicatif, hein, je vous l'ai dit. Hein. Parfois, je fais même des courbes qui n'existent pas, donc... Et puis j'y vais tranquille. Les mains bien à plat. Alors quand on arrive dans les bords, c'est toujours plus gênant. Et puis vous y allez franco, comme ça, jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Donc vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc voilà, le piqué libre, ce que c'est le piqué libre. Donc ça sert à rien que je vous fasse tout le schéma. Donc vous le verrez donc terminer celui-ci la semaine prochaine. Je passerai le coup de fer à repasser sur une partie du travail et puis vous verrez la différence entre la partie où il y a encore le marquage et la partie où il n'y a pas de marquage. Donc je vais le terminer hors caméra. Mais vous avez vu, eh bien c'est juste des petits mouvements. Vous vous entraînez. Je ne peux pas vous dire plus que cela. Il faut que vous preniez cette aisance de prendre, vous voyez, vous mettez un stabilisateur sous votre tissu, vous n'êtes même pas obligé de mettre le molleton parce que vous avez vu tout à l'heure avec le tissu noir, bah vous voyez, je bougeais pas trop mal. Là, il faut savoir que je suis en train de quitter dans des conditions un petit peu extrêmes. Vous mettrez un papier en dessous, hein. Ça évitera que ça accroche, ou alors un tissu. D'accord? Vous avez du tissu bas de gamme, bah mettez-le en dessous, vous verrez, ça va vous faciliter le travail. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le piqué main libre. Et puis pour celles qui n'ont pas de machine qui est multidirectionnelle, ben faites des lignes parallèles comme je vous ai montré en début de vidéo. Donc je reviens à mon plan de coupe. Je suis de retour donc devant vous et donc je vous ai donné quelques petites notions un petit peu de piqué libre et de quelques fonctions de votre machine à coudre en sachant, je vous l'ai dit, voilà, qu'on n'a pas toutes les mêmes machines mais vous pourrez vous adapter et surtout lisez bien la notice de votre machine, c'est super important pour que vous ayez un petit peu toutes ces fonctions. Mais vous avez vu un petit peu que le piqué libre, eh ben, c'est surtout de l'entraînement. Donc ce que vous allez faire vos petits essais et puis vous verrez que au fil du temps, vous allez faire comme moi, hein, j'ai plusieurs petites chutes, au départ il y a des ratés, et puis après plus on va s'entraîner, c'est ça le piqué libre, c'est de l'entraînement. Avec l'entraînement, vous allez trouver cette aisance un petit peu que j'ai dans les mains et vous l'aurez vous aussi, ça j'en suis certaine. Et puis pour celles qui n'ont pas cette fonction piqué libre, ben, faites comme je vous ai montré en début de vidéo, des petites lignes droites et vous verrez, hein, ça va donner du cachet à vos sacs. Vos sacs ils vont être sublimes parce que vous voyez là, ce petit sac que nous allons faire
faire dimanche, parce que je vous retrouve dimanche, hein, je vous lâche pas comme ça, et ben vous allez voir que si je l'avais fait juste avec le petit tissu comme ça, ben, il n'aurait pas cet aspect un petit peu charmant. D'accord? Parce que ce qui fait le charme d'une pièce, c'est le travail qu'on engage derrière. Là, si je vous assemblais juste deux petits morceaux de tissu avec juste un petit zip, bah oui, ça ferait un sac banal. Hein, voilà, vous voyez. Hein. Et moi, j'aime pas ce qui est banal, je vous l'ai déjà dit, j'aime ce qui est original, ce qui a du cachet. Et puis, bah écoutez, faire des pièces uniques. Et comme vous aurez une façon particulière de faire votre piqué libre, votre piqué libre ne sera pas le même que le mien. Donc forcément, vous obtiendrez un sac différent. Donc ça, j'en suis persuadée. Entraînez-vous, faites ce piqué libre et vous allez voir. Parce que même mon mari m'a piqué ma machine. On s'est entraînés tous les deux et je peux vous dire que ça peut être vraiment ludique de faire ça, même pourquoi pas avec vos enfants. Parce que vous pouvez faire même des dessins, des petites maisons. Faites avec vos enfants, vous allez voir, c'est juste topissime. On s'éclate en famille chez moi, donc avec la machine. Donc voilà, moi je voulais quand même vous dire que faites des pièces qui vous sont propres. Moi je vous propose des suggestions, mais là voilà ce qu'on va faire dimanche. On va faire ce petit sac. Donc moi je vous le propose en piqué libre, donc hors caméra. Donc maintenant je vais terminer l'autre pièce. Vous avez celle-ci que j'ai fait donc en amont. Je vous ai donné des tas d'astuces comment employer votre machine. Honnêtement écoutez-les bien parce qu'ils vont vous servir. Hein, donc vous n'aurez plus de problème avec votre machine si votre canette est bien ferme et si l'enfilage est parfait. Pareil, regardez, je vais vous donner quand même déjà des petits allez, hein, je vous vends la mèche. Hein. Voilà, j'ai déjà fait mes petites sangles, hein, parce que les sangles, vous regarderez le vidéo du tuto, hein, donc je ne reviendrai pas sur les sangles hein, dans le dimanche, mais vous voyez un petit peu déjà les coloris que j'ai mélangés, donc du gris et du vert pomme, donc ça va donner un aspect plus jeune fille. Là, celle-ci a fait petite fille, celle-ci sera jeune fille, d'accord? Donc vous utiliserez d'autres coloris, hein, bien entendu, et vous verrez, vous obtiendrez des sacs uniques. Ce que nous allons faire la semaine prochaine, donc on va faire justement ce charmant petit sac. Alors il est juste, moi je l'aime bien parce qu'en fait, écoutez, il a double curseur, hein, donc je vous l'avais présenté la semaine dernière, mais bon là je prends 5 minutes pour vous le remontrer un petit peu. Et puis regardez un peu la contenance, il s'ouvre complètement, donc la petite jeune fille, là, quand elle voudra chercher son juste port, elle n'aura pas besoin de farfouiller, elle l'ouvre en grand. Et en plus il s'ouvre pas totalement parce que vous avez le petit soufflet sur le côté qui permet justement de maintenir. Et regardez un petit peu là. Vous savez, on a tous nos sacs. Hein. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, mon sac, je suis toujours en train de farfouiller dedans. Et donc, l'idée de m'est venue de ce sac pour les jeunes filles, pour éviter qu'elles farfouillent. Parce qu'en général, quand elles veulent faire de la gym ou du sport, elles sont toujours pressées. Donc là, au moins, elles trouveront tout facilement. Donc voilà d'où est venu ce sac. Hein. Donc j'essaye toujours de vous trouver un petit peu des choses qui sont originales parce que moi-même je suis une originale et que j'aime tout ce qui est original. Et puis le dimanche suivant, on va pas faire la mariée en cavale ou je sais pas, mais on fera la petite chaussure qui va avec. Donc vous allez voir, vous allez vous éclater autant que moi. Donc moi je vous donne rendez-vous donc dimanche. Mettez-vous à l'ombre, hydratez-vous, c'est important. Regardez surtout mes vidéos, hein, et puis le petit pouce bleu, hein. Faut m'encourager les filles et puis les gars aussi, hein, j'en ai vraiment besoin pour grandir. Et puis abonnez-vous, hein. Abonnez-vous pour faire grandir ma chaîne et partagez mes vidéos un max parce que moi j'ai envie d'être là demain pour vous et j'ai plein d'idées et plein de projets qui arrivent qui vont certainement enchanter votre cœur et surtout celui de vos enfants. Alors prenez soin de vous, passez une belle fin de semaine et puis n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.